Dumbinet et les autres résidents du Dumbiland. J'espère que tout le monde va bien, malgré la température qui augmente continuellement. Justement, en quelque sorte, le sujet d'aujourd'hui, c'est de nous pencher sur les coûts humains et environnementaux d'une utilisation toujours plus grande de climatisation nécessaire à la productivité tant recherchée dans le monde du travail. Un des plus gros problèmes qu'on a présentement partout dans le monde est l'efficacité énergétique requise pour maintenir le bon fonctionnement de tous ces engins qui rendent notre vie plus conviviale. Effectivement, le soutien de notre mode de vie moderne requiert une consommation d'énergie qui a tendance à croître avec les populations et le développement des nations. Et cette énergie provient en quasi-totalité de sources qui sont dommageables pour l'environnement, soit le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Avec l'approche du pic pétrolier et les effets des gaz à effet de serre sur notre qualité de vie, on se retourne vers les technologies pour nous sortir de l'impasse. Outre le fait que maintes personnes croient que cette vision prométhéenne de la technologie soit dramatiquement problématique pour la survie de notre espèce, la technologie elle-même souffre des rouages de nos systèmes. En l'occurrence, les économies d'échelle, la compétition sur les marchés, l'optimisation des moyens de production et de l'efficience des mécanismes qui consomment de l'énergie sont à la base d'un concept contre-intuitif nommé paradoxe de Jevons. Dans cet épisode de Minute Info, nous étudierons cette notion en passant par son historique, ce que ça signifie pour nos efforts environnementaux et sociaux, sa portée au sein des différentes sphères de notre civilisation, ainsi que les critiques par rapport à cette notion d'effet de rebond. Interpellé par la Chambre des communes sur les implications qu'aurait en Angleterre l'épuisement des réserves de charbon, William S. Jevons livre en 1866 un ouvrage précurseur de Coal Question. Il y montre, statistiques à l'appui, que le progrès technique ne réduit pas la consommation de charbon. Il était donc pessimiste sur les possibilités de se soustraire à ce déclin annoncé. À la fin de son ouvrage, après avoir rappelé la magnificence de l'Empire anglais, il termine ainsi: But the maintenance of such a position is physically impossible. We have to make the momentous choice between brief greatness and longer continued mediocrity. Son analyse mettait notamment en évidence ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet rebond, c'est-à-dire l'influence des altérations de la demande sur les prix, lesquels ont à leur tour un effet sur la demande. Une fois traduite, cette citation anglaise explique que nous devons choisir entre une grandeur brève et une médiocrité qui perdure longtemps, car toujours, selon Jevons, il faut diminuer l'activité économique et réduire la consommation de cette ressource, car ce n'est pas soutenable sur le long terme. Si les premières analyses datent de la fin du 19e siècle, d'autres économistes tels que Brooks et Kasum ont repris le concept et ont d'ailleurs remarqué qu'effectivement, malgré une augmentation continuelle en ce qui concerne l'innovation technique améliorant l'efficience non seulement de l'extraction et de l'exploitation des combustibles fossiles, mais aussi des moteurs et des autres machines les utilisant, la consommation globale n'a pas diminué, bien au contraire. Ceci mène au postulat de Kasum Brooks qui met en exergue que une meilleure efficacité énergétique tend paradoxalement à augmenter la consommation d'énergie. La chaîne Kurzgesagt, dans sa vidéo Is it too late to stop climate change? Well, it's complicated, explique la différence entre deux effets de rebond, les directs et les indirects. Les effets de rebond directs entrent en jeu lorsque le gain d'efficience d'une technologie mène directement à une hausse de l'utilisation ou de la consommation de cette technologie au sein des populations, ce qui mène directement à une augmentation du coût environnemental total. Techniquement, on parle du paradoxe de Jevons dans l'optique où le coût environnemental dépasse ce qui était à la base. L'exemple classique est celui des avions. Jadis, les vols étaient surtout pour les mieux nantis, mais avec le temps, les moteurs sont devenus plus performants et donc le prix des billets ont réduit. Cette accessibilité a donc permis à un plus grand public d'en consommer davantage. Puis les compagnies ont fait construire plus d'avions pour pallier à cette nouvelle demande. Ainsi, il y a largement plus de vols qu'à l'époque. Et donc, malgré le fait que chacun de ces vols-là est réellement moins polluant, l'ensemble des vols l'est dramatiquement plus qu'auparavant. Plus largement, on peut aussi se pencher sur le sujet des coûts de production qui diminuent
diminue puisque les machines sont moins dispendieuses, car elles sont plus efficientes, donc elles consomment moins d'énergie. La production des biens devient donc plus avantageuse, alors les coûts chargés aux clients sont réduits. Si on accepte les théories microéconomiques de base, lorsque le prix d'un produit diminue, la demande augmente puisque plus de clients consentent à payer pour le produit. Évidemment, ceci dépend de l'élasticité de la demande, des substituts présents sur le marché ou du fait que le produit est un produit de luxe ou non. Les effets de rebond indirects entrent en scène à ce moment-là. Il s'agit de la montée de consommation qui est inhérente aux économies faites grâce aux améliorations technologiques et techniques. Grâce aux innovations, la production d'un bien est moins dispendieuse. En conséquence, le prix chargé au client risque de diminuer. Disons qu'il coûtait 100$ et maintenant 70$. L'effet premier est d'augmenter sa consommation, tel qu'expliqué via l'effet de rebond direct, puisque les consommateurs et consommatrices aux revenus plus modestes pourront se le permettre. L'autre effet est pour celles et ceux qui se l'achetaient auparavant à 100$, il y a une économie de 30$. Ce montant sera dès lors utilisé sur d'autres biens et services qui, à leur tour, auront les conséquences inhérentes à l'extraction de matières premières, à sa transformation, au transport des produits, à leur vente, à leur utilisation et à leur débarras. Voilà, donc c'est là que survient le dit paradoxe. Plus les moyens de production sont efficients et plus les technologies sont performantes, plus les biens deviennent accessibles et sont donc plus utilisés, ce qui augmente le taux de pollution totale au lieu de le diminuer tel que prédit par les défenseurs du progrès technologique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme de vision prométhéenne revient souvent. Plusieurs personnes ont en tête qu'éventuellement la technologie pourra régler les problèmes qu'elle cause, mais ce paradoxe tend à démontrer le contraire. Dans un monde qui est soutenu par un productivisme et un consumérisme non dissimulé via des outils tels que l'obsolescence planifiée et perçue, la consommation ostentatoire et autres outils hégémoniques, la question se pose à savoir si le développement de nouvelles technologies, même celles promouvant une énergie dite renouvelable ou une soi-disant croissance verte, soit réellement une approche qui est pérenne. Face à l'augmentation de la population qui pourrait atteindre les 11 milliards en 2100 et qui résidera à près de 70% dans les villes en 2050, engendrant par le fait même une augmentation de la superficie des villes, ce qui irrémédiablement causera d'énormes conséquences, notamment en imperméabilisation des sols, ainsi que par rapport aux pénuries d'eau et de sable. Il y a un risque réel d'investir nos efforts dans une direction purement basée sur le développement des nouvelles technologies. Deux certitudes d'avenir sont particulièrement inquiétantes. D'un côté, la demande énergétique augmentera inévitablement avec la population et son urbanisation. De l'autre, les coûts liés à la consommation d'énergie augmenteront aussi car les combustibles fossiles disparaîtront plus rapidement et plus une matière est rare, plus elle est dispendieuse. La logique nommée rationnelle dans les principes économiques explique que les besoins des gens sont infinis. Et donc, suivant cette logique, dans un système capitaliste de propriété individuelle, le seul moyen de répondre convenablement à une augmentation de la demande d'énergie est via des technologies plus propres, plus efficientes et qui consomment moins de combustibles fossiles comme l'éolien, le solaire, voire même le nucléaire. Toutefois, comme il a été expliqué, cela mènera certainement à une situation d'augmentation de la pollution et donc, sans vouloir sonner alarmiste, à des conditions de vie toujours plus difficiles pour les plus vulnérables de notre société. Il deviendra de plus en plus visiblement impossible de maintenir un rythme de vie de type transport, travail, tristesse, dodo. Toutefois, ça n'a pas à être le cas. En outre des politiques de gestion marché telles le prix plancher qui nous permet de manipuler artificiellement la demande, il existe des alternatives qui ne réclament pas de vivre sans technologie, mais plutôt de réduire notre consommation énergétique, de faire des choix tactiques pour justement éviter les soi-disant désirs infinis et focaliser sur nos localités, sur nos collectivités et aussi de travailler seulement pour subvenir à nos besoins réels. À ce sujet, nommons les principes de décroissance ainsi que les villes à transition. L'idée, au final, n'est pas de s'attaquer aux technologies, mais plutôt de comprendre l'effet pernicieux et furtif sur les marchés économiques que peuvent avoir ces développements. Il faut apprendre à ne pas vouloir toujours plus, ou plutôt le désapprendre, car je ne crois pas que l'avarice soit le naturel de notre espèce. Certains croient que Jevons avait mal estimé la consommation de combustibles fossiles et que ceci signifie que la notion d'effet de rebond est dès lors inutile. En fait, le passage cité en début de vidéo se terminait par «
mais elle sous-estimait le rôle moteur de la croissance, celui du progrès technique et l'ampleur des substitutions entre combustibles qui allaient s'opérer dans le siècle suivant. Les graphiques montrent la manière dont les consommations d'énergie fossile ont évolué depuis 1802 en Angleterre et en Belgique, ainsi que la manière dont le pétrole a pris la place du charbon, puis le gaz celle du pétrole. D'autres croient que bien que le concept soit basé sur des modèles théoriques solides, son application empirique reste encore à prouver. En l'occurrence, le concept est critiqué car il convient à un marché en concurrence parfaite, ce qui est plutôt rare dans les faits. De surcroît, il tend à oublier les substituts tels que l'huile par rapport au charbon. D'autres encore croient que les conséquences réelles du paradoxe de Jevons sont moins importantes que ce qui est généralement admis. En fait, selon les tenants de ces positions, les baisses de prix permettraient aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à des biens ou services auxquels elles n'auraient pas accès sans ces développements. Il est vrai que les conséquences réelles du paradoxe de Jevons et plus largement des effets de rebond est difficile à analyser. Il serait effectivement difficile d'évaluer tous les marchés et l'effet des nouvelles technologies, puis de comparer l'élasticité de la demande et de l'offre afin de chercher à bien comprendre les impacts réels et s'il y a effectivement un effet de rebond conséquent. Toutefois, il me semble que c'est un argument de mauvaise foi face à l'évidence à la fois de la crise climatique, de la dégradation des droits des travailleurs et des conditions de travail, afin de soutenir notre rythme de vie, notre petit confort personnel, car dans le temps que les élites étudient l'entièreté des marchés pour prendre leurs décisions, la population mondiale vit de plus en plus de difficultés. À mon avis, il est important de remettre en question un système technocratique dont les solutions portent atteinte à la santé et à l'intégrité de l'environnement et de sa biodiversité. Le paradoxe de Jevons, lui-même soutenu par les concepts d'effets de rebond directs et indirects basés sur des théories économiques, démontre le danger de rechercher l'efficience à tout prix dans toutes les sphères de la production. Car les systèmes micro et macroéconomiques impactés par une réduction de prix inhérente à une performance plus grande risquent de causer plus de tort pour l'environnement que de bien pour l'espèce humaine. Tel que démontré plus tôt, il existe des solutions telles que la décroissance et les villes en transition. Cependant, poussé par un déni devenu pratiquement absurde, cherchant à prolonger un mode de vie égoïstement confortable que pour quelques-uns d'entre nous, une poignée de personnes promeuvent des subventions et des investissements dans des domaines particulièrement polluants de manière à les rendre plus efficients. Tout ça ressemble à une scène du déni cosmique. Il est grand temps qu'on s'intéresse ensemble à un autre type de vie que celle où on se fait mentir continuellement sur l'état des choses et sur ce qu'on doit faire avec nos maigres revenus. Lorsque l'économie a priorité sur les sphères environnementales et sociales, en quoi est-ce que le développement peut-il être durable? La durabilité requiert des écosystèmes forts et résilients, pas seulement dans nos peuples, mais aussi dans la nature. Face à des concepts comme le paradoxe de Jevons, qui utilisent les mêmes théories économiques que nos élites et démontrent clairement un problème, la réponse de nos institutions est encore Non, calmez-vous, pas d'inquiétude, il n'y a pas de pénurie. La crise climatique, c'est pas quelque chose de grave, tout est sous le contrôle. La seule chose qui est importante, c'est d'augmenter notre productivité parce que le PIB, c'est ça qui va régler les problèmes. Il faut augmenter le PIB. C'est ça qu'il faut, augmenter le PIB. À mon avis, des institutions qui ne s'intéressent pas à un avenir complètement sécuritaire pour la totalité de la population n'ont aucune légitimité. Mais vous, qu'en pensez-vous?